Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre webinaire Assurance. L'entreprise est-elle bien assurée? On va commencer dans quelques minutes. Bon, merci à toutes et tous pour votre présence à ce nouveau webinaire de Mobiliance Île-de-France. Alors, on ne démarre pas notre saison événementielle, mais elle va considérablement s'accélérer sur les prochaines semaines. Je ferai un tout petit tour dans quelques instants sur nos prochains événements à venir, que ce soit en ligne ou en présentiel. Simplement, un propos introductif de quelques secondes pour remercier nos différents intervenants, qu'il s'agisse de BC Motors, de Cat Assurance ou d'Abondance, qui ont accepté de participer, vont se prêter au jeu de l'interaction au maximum, puisque c'est ce qu'on souhaite pour ce webinaire. C'est-à-dire beaucoup d'échanges, beaucoup de questions. Plutôt que de longues présentations et de déroulés, on est quand même sur un sujet qui est particulièrement sensible aujourd'hui, avec la complexification du secteur assurantiel pour les professionnels de l'automobile et de la mobilité. Donc je vous le disais, et donc je tiens aussi à remercier chacun des participants qui est présent, à remercier personnellement Mélanie, qui est à la manœuvre de l'organisation de l'ensemble de ces événements que vous pouvez avoir, et qui, dans les prochaines semaines, vous aurez un autre webinaire sur la responsabilité environnementale et sociétale des entreprises. Vous aurez également un autre webinaire sur la cybersécurité. Vous aurez des ateliers réglementation pour les véhicules d'occasion, donc tout ce qui touche effectivement aux questions des garanties, du registre de police, de la médiation, etc., etc. Donc vous aurez les informations dans très peu de temps. On aura également des ateliers artisans et agents au nombre de 5 sur le mois de mai. Et on aura également une grande réunion à destination des groupes de distribution, plutôt sur la deuxième quinzaine de juin. Donc un programme bien chargé pour Mobiliance Île-de-France au service de ses adhérents. Avant de laisser la parole à nos professionnels du secteur, on va vous passer une courte vidéo de Bernard Cohen-Haddad, qui est notre partenaire et président donc de la CPME Paris Île-de-France, puisque au-delà de ses fonctions à la CPME, Bernard est assureur de son État, et il tenait à vous présenter très rapidement, pour introduire ce webinaire, les 3 valeurs cardinales qu'il considère entre les assureurs et les assurés. Donc voilà, je vous souhaite un très bon webinaire. Mélanie, tu peux lancer la vidéo, et je remercie encore nos 3 participants, enfin nos 3 intervenants à suivre, qui feront de ce webinaire, je suis sûr, un temps de travail et d'échange de qualité. Merci à tous. Bonjour, merci à Mobiliance pour l'organisation de ce moment sur les relations entre les entreprises professionnelles de l'automobile et les entreprises d'assurance, courtiers ou agents. Il y a 3 points que je voulais évoquer avec vous. Le premier, c'est la confiance. Sans confiance entre les professionnels de l'auto et leurs courtiers ou agents d'assurance, on va à un fiasco. Il est important que les professionnels de l'auto aient totalement confiance en leurs professionnels, qui sont les intermédiaires d'assurance. Et c'est pour ça qu'il faut multiplier les occasions de contact, multiplier les liens avec vos assureurs pour, d'une part, revoir les primes tous les 2 ou 3 ans, faire le point sur vos garanties, faire le point aussi sur l'évolution du marché de l'assurance, qui est en pleine mutation, surtout dans un secteur tel que le vôtre, les métiers de l'automobile, où le rapport sinistre à prime n'est pas toujours favorable. Le deuxième point, c'est qu'il faut anticiper toujours les risques et ne pas traîner dans la déclaration des sinistres. Prévenir le plus vite possible le risque que vous connaissez ou que vous avez pu avoir à connaître vis-à-vis de vos professionnels pour ne pas engager votre responsabilité civile est fondamental. Ça fait partie d'une rigueur, ça fait partie aussi de la mobilisation de vous-même et de vos équipes. On a trop souvent, nous professionnels, le nez dans le guidon, ou dans le volant. Il faut savoir un peu lever la tête pour pouvoir prendre de la distance et surtout anticiper le plus vite possible, non seulement les risques, mais aussi le suivi des dossiers. De bons dossiers, un bon échange avec ses assureurs
Un bon échange avec ses collaborateurs permet de limiter les risques et surtout d'être au plus près à la fois de la relation client et de la relation avec son intermédiaire. Troisième point, c'est ne pas hésiter à faire remonter à Mobiliance et à vos professions l'ensemble des difficultés que vous avez à trouver un assureur et un assureur à bon prix. Il y a aujourd'hui une frilosité, il faut le reconnaître, des compagnies d'assurance pour couvrir un certain nombre de risques. C'est vrai dans des métiers tels que les vôtres, qui ne sont pas des métiers de grande difficulté, mais où il y a souvent un peu moins de marge pour les assureurs. Nous avons besoin, les uns et les autres, de pouvoir travailler sur ces trois grands points. D'une part, pour défendre nos professions, pour améliorer aussi la capacité de faire en sorte qu'il y ait un bon rapport sinistre à prime, mais aussi un bon rapport de prime. Nous pensons que les primes sont souvent trop élevées. C'est vrai surtout quand il n'y a pas de sinistre. C'est la raison pour laquelle les échanges que vous allez avoir tout à l'heure seront l'objet de faire un certain nombre de retours. Pourquoi pas demain de livrer un vrai message vis-à-vis des assureurs pour leur dire que sans le soutien de la profession à nos métiers et à vos métiers, nous ne pourrons pas faire progresser le service qui est au cœur de notre engagement. Bonne matinée, bon travail à tous et à très bientôt. Bon, je donne tout de suite la parole à BC Motors. Bonjour à tous. Merci à Mobiliance de nous permettre de changer avec tous. Nous sommes aujourd'hui très contents effectivement de pouvoir en transverse échanger avec des fédérations telles que celle-ci, tout simplement parce que, à l'image de ce qui vient d'être dit, le marché de l'assurance dans la distribution automobile est à géométrie variable et qu'il n'y a pas de vérité inscrite dans le marbre, que le rapport sinistre à prime, tout comme une parfaite communication entre chaque souscripteur que vous êtes et vos assureurs, nous permettra, nous, de trouver les meilleures ingénieries et les meilleures solutions sur mesure. Donc, j'adhère complètement à ce qui vient d'être dit et nous sommes à votre entière disposition pour poursuivre ces discussions. Très rapidement, nous allons pouvoir changer de page, excusez-moi. Nous allons traiter de deux sujets, le FVA et la disparition de la carte VET qui sont concomitants. Très rapidement, je ne vais pas prendre de votre temps plus que quelques minutes sur la présentation de BC, juste pour vous dire que nous sommes une société familiale où l'humain qui est au cœur de notre métier, qui est souvent repris, est véritablement la pierre angulaire, comme je venais de vous le dire. Nous en du sur-mesure et la communication et les échanges sont essentiels pour y parvenir. BC, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est à peu près 500 collaborateurs. Nous travaillons sur plusieurs métiers, plusieurs pays. Et si nous zoomons sur la partie effectivement automobile, qui est un des 6 métiers que nous adressons, parce que nous n'avons pas velléité à travailler tous les secteurs d'activité, mais nous sommes spécialisés sur ces 6 métiers. Nous souhaitons développer une expertise propre et qui se différencie du marché. Pour ensuite analyser vos besoins, co-construire ensemble, nous n'avons aucune solution. Nous ne sommes pas des intermédiaires qui font des solutions de compagnie, mais nous les construisons véritablement avec vous pour coller à vos besoins. La négociation, le déploiement et l'accompagnement pour innover dans le temps sont essentiels, mais là j'enfonce des portes ouvertes, mais qu'il est essentiel parfois de rappeler. Sur la partie automobile, en zoomant spécifiquement sur ce qui vous intéresse, nous travaillons avec à peu près 50% des premiers groupes de distribution automobile qui dépassent le milliard de chiffre d'affaires à quelques dizaines de millions de chiffre d'affaires. Mais effectivement, nous sommes extrêmement présents sur ces secteurs que nous travaillons depuis une quarantaine d'années. En partenariat avec des groupements, Mobiliance, avec le GCR, le GCAP, ainsi que d'autres fédérations que vous pouvez voir. Si nous zoomons sur la partie FVA. Alors, le FVA, fichier des véhicules assurés. En clair, la loi du 27 février 1958 a rendu obligatoire la souscription à une assurance automobile. Or, force a été de constater que ces derniers temps, en France, seule la garantie responsabilité civile étant obligatoire, tout ce qui était assurance, ce qu'on appelle le DTA, le dommage au véhicule, le vol, ne sont pas des garanties obligatoires. Or, il s'avère que nous avons constaté qu'il y avait beaucoup de véhicules qui circulaient sans assurance. Donc, plusieurs correctifs ont été impulsés, d'où effectivement cette loi du 18 novembre 2016 qui impose la mise en place d'un fichier des véhicules assurés à compter du 1er janvier 2019.
ça n'a pas concerné tous les véhicules. On va le voir dans un second temps. L'idée première, c'était de lutter contre la non-assurance. Donc, le fichier des véhicules assurés recense tous les véhicules immatriculés couverts par un contrat d'assurance en cours et de validité pour le risque de responsabilité civile circulation. On est bien sur de la RC seule, on ne parle pas de dommages tout accident. L'idée de ce fichier des véhicules assurés, c'est d'induire son corollaire inverse, c'est-à-dire le fichier des véhicules non assurés, ainsi que le SIV, le système d'immatriculation des véhicules. Facilité de recherche en cas de délit de fuite, vol de trafic de véhicules. Attention, quand on dit ça, ce n'est pas un détail. Il faut savoir qu'une multitude de sinistres ont donné lieu à la mise en cause de véhicules où il n'y avait pas d'assureur en face, donc pas d'assurance possible pour un tiers, pour un particulier, de pouvoir être indemnisé, surtout lorsqu'il s'agit de particuliers qui ne sont pas solvables. Dans cette continuité, nous avons observé le 1er avril 2024 dernier, le législateur qui a supprimé la carte verte au profit de fichiers dématérialisés. Alors, ça part d'une bonne intention. On va le voir sur le dernier slide que je vais vous présenter. Il y a encore quelques améliorations à apporter. Mais sachez qu'aujourd'hui, l'obligation qui s'impose à chacun d'entre vous, c'est que chaque immatriculation soit rattachée à un assureur via ce FVA. C'est ce que la Maréchaussée peut contrôler aujourd'hui de manière de plus en plus robotisée ou humaine, sachant qu'il y a un risque de verbalisation si une immatriculation n'est pas rattachée à un assureur. Il y a une tolérance de 72 heures, donc effectivement, lorsqu'il y a un changement de propriétaire, changement de nature, il y a une petite tolérance de non pas 48, 72 heures, mais retenez 48 heures, comme c'est présenté dans l'ordre du jour, c'est quelque chose de plus sécure. Donc retenez qu'il nous faut déclarer tous les véhicules immatriculés en France, tous les véhicules qui sont amenés à circuler. On va le voir sur le slide d'après, des véhicules qui sont sur parc ne présentent pas la même exigence. On a 3 modes pour déclarer ces véhicules. Soit une saisie manuelle, que vous pouvez être amené à faire certains d'entre vous, soit une saisie automatique avec des imports de fichiers Excel, soit, et c'est ce que nous préconisons, des EDI qui sont couplés directement avec vos DMS, où là le sujet est balayé automatiquement. Quels sont les véhicules concernés? Retenez aujourd'hui que tous les véhicules qui circulent sont concernés. En janvier 2019, par exemple, les engins de chantier n'étaient pas concernés. Aujourd'hui, ils le sont. C'est ce qu'on vous dresse ici sur les véhicules neufs immatriculés, les véhicules de service, les véhicules de courtoisie. Dès lors qu'un véhicule circule, une immatriculation doit être activée. A contrario, quels sont les véhicules qui ne sont pas concernés? Les véhicules d'occasion quand ils sont sur parc, les véhicules des clients qui sont en réparation, les véhicules neufs ou immatriculés, les engins de chantier ou engins de chantier non immatriculés. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir une immatriculation reliée à un assureur. Si effectivement l'interrogation montre qu'il n'y a pas d'assureur en face, il y a un risque de verbalisation. Attention, le risque de verbalisation est déconnecté du fait que les garanties puissent être activées. Ce sont deux choses connexes. Souvent, il y a une confusion. On peut très bien avoir un véhicule qui est assuré, mais qui n'a pas été déclaré au FVA, et auquel cas, il y a risque de verbalisation par ailleurs. Donc, on se tient à votre disposition s'il y a besoin d'échanger, de creuser sur les process que vous vivez au quotidien. Je vous ai mis ce petit slide, c'est juste pour illustrer ce qu'on appelle le MVA, le mémo des véhicules assurés qui remplace la carte verte, parce qu'il n'y a plus d'obligation d'avoir de carte verte, certes, mais il y a une nécessité d'avoir un minimum d'informations à disposition pour remplir un constat. C'est ce que le mémo, des véhicules assurés, doit permettre de répondre. Voilà ce que je peux dire rapidement pour ne pas empiéter sur le temps de parole de mes collègues. On est à votre disposition si vous avez de moindres questions. Merci. Merci Rémi pour votre intervention. Alors, de mon côté, c'était des fois un peu grésillé, mais j'espère que tout le monde a réussi à bien vous entendre. Et on va tout de suite enchaîner avec CAT Assurance. Eh bien, bonjour. Je suis Sébastien Recher, responsable de CAT Assurance. Je pense que bon nombre d'entre vous nous connaissez. Le cabinet CAT existe depuis 1979. On est spécialisé dans l'assurance des agences et des artisans de l'automobile. On en assure un peu plus d'1 millier. Sébastien, est-ce que c'est possible de mettre votre caméra? Bah oui. Ah, pardon. Oui, parce qu'on ne vous voit pas. Écoutez, je continue toujours en essayant. J'ai un collègue qui essaie de réparer ce problème.
Donc, nous sommes assureurs nous sommes partenaires de Mobiliance, mais également du groupement d'agents Renault, Peugeot, Citroën et de Eurorépar. Alors voilà, donc nous avons un contrat multirisque et nous assurons donc toutes ces entreprises avec un contrat type, puisque nous considérons que nos agents et artisans n'ont pas toujours la faculté et la capacité de savoir s'ils sont bien ou moins bien assurés. Donc voilà, il y a un produit qui leur est proposé et qui fonctionne depuis plusieurs décennies maintenant. Alors, vous m'avez demandé également de vous parler de la responsabilité civile professionnelle. La responsabilité civile professionnelle, on appelle ça plus communément la malfaçon, c'est-à-dire les conséquences d'un travail mal fait. Alors, il faut savoir que la malfaçon, la responsabilité civile professionnelle est la même pour tout le monde, que ce soit une très grosse concession automobile ou un petit artisan. La seule différence, c'est la fréquence, le nombre de fois où ça peut agir. Effectivement, plus il y a de réparation, plus il y a de risque d'erreur. La responsabilité civile professionnelle garantit toujours les conséquences du travail mal fait, mais jamais la prestation initiale. C'est-à-dire que c'est les conséquences. Je prends un exemple. On fait une révision, on resserre mal une roue, le véhicule part dans le décor, ben on paye le véhicule, mais on ne paiera pas la roue. Une chaîne de distribution qui est mal calée, ça entraîne la rupture du moteur. Eh bien, on paye le moteur, mais on ne paiera pas la distribution. Voilà l'idée. Alors, la procédure pour fonctionner, la démarche doit toujours être à l'initiative du client qui réclame. Ça veut dire que le client du garage doit, avec sa protection juridique, missionner un expert et demander une expertise contradictoire. À ce moment-là, le garage déclare le dossier à sa compagnie d'assurance qui envoie un expert. Les deux experts vont discuter et vont statuer sur la responsabilité et sur le coût de la réparation. Et en fonction de ça, en fonction de ce rapport commun, la compagnie d'assurance du garage remboursera au garage le déboire qu'il a provoqué. Voilà les grandes lignes de cette responsabilité civile professionnelle. Alors, la bonne pratique, eh ben, il est évident que pour limiter le risque de ce genre de choses, il faut que surtout les professionnels s'attachent à bien réaliser un ordre de réparation le plus complet possible. Et il faut enfin que la facture soit à peu près conforme à ce qu'avait prévu l'ordre de réparation. À partir de là, ça limite beaucoup les discussions. Voilà, écoutez, concernant la responsabilité civile professionnelle, voilà ce que je peux vous en dire. C'est les grandes lignes. Ensuite, vous m'avez parlé de gestion de données connectées par rapport à un accident. Là, à ma connaissance, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de lien entre les véhicules connectés et l'assurance. Tant au niveau de la réalisation du sinistre que des preuves éventuellement après. Un accident, c'est un accident, et qu'il soit connecté ou non, c'est le même problème. Voilà. Je regrette que vous n'ayez pas l'image, je ne sais pas pourquoi, mais je crois que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire en ce qui me concerne. Et je reste à votre disposition pour répondre aux questions, bien sûr. Très bien, bah merci. Et j'enverrai bien évidemment vos coordonnées. On va continuer la suite avec Abondance. Donc, je laisse Arnaud prendre la main. Je vais tout de suite enlever mon partage d'écran. Alors oui, c'est bon, ça apparaît. Et vous allez répondre à la problématique de comment fait-on Dans quand... quelle mesure les assurances peuvent-elles décider de ne plus m'assurer et que faire? Exactement. C'est un sujet brûlant et des cas concrets. Donc, moi, je suis Arnaud Boudard. J'ai créé Abondance il y a quelques temps de cela, 2022. Je suis mandataire d'intermédiaire d'assurance. Pour ceux qui nous occupent d'aujourd'hui, j'assure toutes sortes de choses, hein, des boulangeries, des particuliers, des professionnels, énormément de professionnels bien sûr. Et j'ai une petite particularité, parce que moi je ne suis pas tombé dans la marmite de l'assurance quand j'étais petit, c'était plutôt celui de l'automobile, puisqu'effectivement j'ai travaillé énormément dans l'automobile, avec notamment toute une partie que les plus anciens connaissent sous le nom de Cofica. C'était LM Automobile aujourd'hui, et puis j'ai travaillé plus de 11 années effectivement dans le monde automobile, ce qui me donne un petit peu
de connaissances et de recul sur la question. Donc, le but du jeu aujourd'hui, c'est d'accompagner effectivement tous les professionnels de l'automobile. Alors, j'ai mis en rouge, y compris dans les moments où on a des sujets de résiliation, mais pas que. D'ailleurs, là où on arrive à avoir les meilleures options, c'est effectivement quand on anticipe et quand tout va bien pour faire des propositions de changement et de baisse de cotisation. Voilà. Alors, dans quelle mesure, on attaque le sujet de fond, dans quelle mesure les assurances peuvent-elles décider de ne plus m'assurer? En fait, il y a plusieurs cas. Ce qu'on connaît, c'est effectivement le cas d'une sinistralité lourde et qui entraîne des sinistres récurrents. D'accord? Donc là, il faut faire très attention. Un des conseils, c'est de dire attention à tout ce qui est ce que moi j'ai appelé la bobologie. D'accord? La bobologie, c'est parfois dur à entendre quand on est assuré et qu'on paie une cotisation assez élevée, mais dès lors que vous avez un pare-brise, une aile, etc., dans la mesure du possible, le but du jeu, c'est de ne pas les déclarer, c'est de le prendre sur soi, parce qu'à chaque fois que vous déclarez un sinistre, à chaque fois que vous mettez une petite ligne, et lorsqu'on représente et qu'on veut changer d'assurance et qu'on présente effectivement un relevé d'information avec de très nombreuses lignes pour des petits riens, ben, obligatoirement, la compagnie n'est pas forcément très enclin à vous accompagner. Ensuite, très important, déclaration incomplète ou inexacte, c'est très, très important de bien préciser tout ce que vous faites comme activité et de ne pas en laisser sous le coude, parce que si évidemment vous avez un sujet sur une activité que vous avez laissé un peu de côté, alors soit en le mettant, soit parce que ça a été rajouté en cours de route, mais évidemment ça ne marche pas bien non plus. Et lorsque vous avez une évolution de l'activité, l'évolution d'activité, ça peut être effectivement soit un changement d'activité à proprement parler, de géographie, parce qu'il faut bien savoir qu'aujourd'hui, de plus en plus, le lieu où vous êtes, eh bien, c'est un lieu qui peut être soumis à des inondations, à des dégradations par vandalisme, etc. Donc, des zones sont quand même clairement définies. Donc, lorsqu'aujourd'hui, ça, c'est le conseil qu'on peut donner également, si vous avez un projet de modification d'adresse, par exemple, d'entreprise, toujours s'assurer en amont que la nouvelle adresse, par exemple, ne se trouve pas à côté d'une zone qui, elle, est une zone inondable, par exemple. Ça peut faire partie des éléments qui peuvent amener une compagnie à vous dire « non, je ne vous suis pas ». Ça, c'est une première chose. Alors, que faire? J'ai essayé d'être un peu, faire un peu d'humour. Je dis, comme dans un couple, mais en mieux. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, comme dans un couple, quand il y en a un des deux qui veut plus être avec l'autre, bien souvent, ça ne donne rien de bon. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, plus sérieusement, c'est de dire, lorsque je reçois une résiliation, c'est parfois de demander un délai. En disant, attendez, vous avez décidé de me résilier à telle date. Si c'est vraiment un délai qui est court et qui ne vous laisse pas le temps de vous retourner, et ça arrive, à ce moment-là, le fait de demander un délai en disant prolongez-moi de 3 mois, prolongez-moi, etc., ça, c'est une première démarche. Ça arrive, ce n'est pas toujours positif. Enfin, la demande n'est pas toujours positive, mais en tout cas, ça permet de se retourner et de ne pas être pris à la gorge. Ça, c'est la première chose. Attention, parfois, c'est un délai dans les conditions que vous connaissez précédemment, mais parfois, ça peut être un délai qui est majoré, et là, c'est vraiment très, très important. La deuxième chose, si vous recevez une résiliation, dans la mesure du possible, anticipez en disant, attendez, stop, demandez un changement de motif de résiliation. Alors, on est entre nous, on va se dire les choses, personne n'est naïf. Tout le monde sait que si vous avez un relevé d'information qui est un peu chargé, etc., on sait pertinemment que la compagnie est à l'origine. Il se trouve que malgré tout, ça change quand on fait la démarche auprès de la nouvelle compagnie à venir. Quand le motif de résiliation est à l'initiative de l'assuré, ce n'est pas du tout la même chose que résiliation pour sinistre. Donc ça, c'est vraiment deux points et 2 conseils que je peux donner. La deuxième chose, j'ai dit le plus c'est moins. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et c'est humain, lorsqu'on est résilié, on a une entreprise à faire tourner, etc., on a parfois tendance
à se retourner envers énormément de personnes. C'est-à-dire que je vais voir l'agent qui est à côté de chez moi, je vais voir le courtier qui est à côté de chez moi, je vais voir mon copain m'a dit de contacter un tel, etc., etc. C'est pas la bonne méthode, parce que lorsque vous avez eu un dossier qui est monté, qui arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois chez AXA, Generali, etc., ben, lorsque vous arrivez derrière, évidemment, et que la compagnie a déjà dit non, et c'est très, très, très compliqué pour rattraper le coup. Et alors, je ne suis pas meilleur qu'un autre, d'accord, loin de là, mais la façon dont on présente le dossier pour l'amener vers une nouvelle compagnie, c'est très, très important. Or, force est de constater aujourd'hui que parfois des dossiers ont été présentés un peu à l'arrache par certains agents ou certains courtiers, voilà, et n'ont pas fait l'objet forcément d'une présentation la plus adéquate. Quand je dis la présentation la plus adéquate, on n'enjolive pas, d'accord, mais il y a des choses, il y a des choses à faire. Concrètement, j'ai été cambriolé, qu'est-ce que j'ai pris comme mesure? J'ai été inondé, est-ce qu'il y a des mesures qui ont été prises? Quand c'est possible, c'est pas toujours le cas. C'est vraiment, voilà, il y a plein de choses, plein de petites astuces pour améliorer la présentation du dossier. Encore une fois, on ne dit que la vérité, mais on la met en avant, et puis ça permet ça permet quand même aujourd'hui de dire j'ai eu un sinistre, qu'est-ce que j'ai fait pour y remédier, d'accord. Un cambriolage, j'ai un exemple en tête, hein, il y a eu un cambriolage, j'ai un des partenaires qui a acheté un coffre-fort digne de la Banque de France. Bon, c'est pas toujours le cas, mais le fait de dire j'ai été cambriolé, regardez, j'ai la facture, j'ai pris telle mesure, eh bien ça, si on envoie juste un relevé sans apporter d'explications supplémentaires, évidemment, on passe à côté de certaines choses. Motif à l'initiative de l'assuré, je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un vieux serpent de mer, ou deux vieux serpents de mer plutôt, vu de ma fenêtre en tout cas. On entend beaucoup parler de BCT. Le BCT peut apparaître comme étant le Graal en disant ben, on va passer par le BCT et puis on va obtenir une assurance. Bon. C'est pas simple, c'est pas si simple que ça. Autant les particuliers ont un champ très large avec les BCT, autant pour faire court, BCT aujourd'hui pour un professionnel, ça va se limiter à la flotte automobile. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir dire à la BCT, enfin en passant par le bureau, je veux une multirisque pour faire fonctionner mon entreprise. Ça ne marche pas comme ça. Seule la flotte automobile peut passer, peut être appuyé par la BCT, par le BCT, pour obtenir une offre. Les compagnies étrangères, alors ça se saurait aussi, si les compagnies étrangères étaient le Graal, tout le monde serait à l'étranger, enfin il n'y aurait pas de résiliés aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, les compagnies étrangères, effectivement, certaines en tout cas, compagnies étrangères, couvrent des risques que ne couvrent pas certaines compagnies dites traditionnelles. En revanche, très souvent, ça se limite au bâtiment, au stock, et pas à l'activité globale, on n'est toujours pas sur la multirisque. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Et donc, aujourd'hui, vous avez sur la table trois interlocuteurs assurance Mobiliance. Contactez votre interlocuteur Mobiliance. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. En fonction de votre profil, il vous orientera. Et voilà. Moi, personnellement, je fais un point complet. Ça dure 45 minutes par téléphone déjà, où on redétaille tout, on redescend dans le détail, etc. Je dis savoir ce que l'on veut. D'accord, c'est très important parce que aujourd'hui, j'ai mis l'exemple de la location. J'ai en tête un partenaire qui disait, écoutez, moi, mon assurance me continue à m'assurer, mais en revanche, je ne veux plus me couvrir sur la partie locative. D'accord. Est-ce que c'est aujourd'hui un élément qui est complètement indispensable ou est-ce que c'est quelque chose qui peut être mis de côté? Je dis ça parce que, en l'occurrence, on a fait une proposition dans laquelle on a réussi à inclure la location et le partenaire nous a dit « Ah oui, mais non, mais finalement, c'est plus cher que lorsque je n'ai pas de location. » Oui, c'est une évidence.
Mais voilà, donc savoir ce qu'on veut au départ, c'est vraiment très, très important. Le recueil des documents, j'ai dit phobie administrative, s'abstenir. Il faut savoir une chose, que quand on va, et ça c'est vraiment du vécu quasi quotidien, quand on remonte un dossier, quand on repart à la charge avec des compagnies, on va devoir fournir un certain nombre de documents. Ça va être le cabis, ça va être les pièces d'identité, ça va être les cartes grises, ça va être les relevés d'informations, ça va être le bail, ça va être énormément de documents. Il faut vraiment l'avoir en tête. Et encore une fois, aujourd'hui, dans le concret, parfois, oui, c'est un peu long, parfois, on ne sait plus où se trouve tel document, etc. Mais il faut vraiment avoir en tête que ça, il faut vraiment être en mesure d'aller chercher au plus vite l'ensemble des documents pour pouvoir, encore une fois, représenter le dossier à la compagnie. J'insiste là-dessus, je suis peut-être un tout petit peu lourd sur ce sujet, mais vraiment, c'est du vécu au quotidien. Le nombre de fois où on me dit ouais, mais enfin, c'est lourd, j'ai besoin d'aller chercher tout ça. Mais il faut vraiment, c'est très, très important qu'on puisse savoir tout ça. J'ai mis Q4, Q18 et pourquoi pas Q19. D'ores et déjà, si vous avez normalement tous les ans contrôle incendie, contrôle électricité. Si ce n'est pas le cas, et là encore, c'est du vécu, tout le monde ne l'a pas, faites-le tout de suite, on vous le demandera et de plus en plus. Et pourquoi Q19 Q19, c'est le contrôle électricité, mais avec l'infrarouge. Je pense notamment vraiment sur des très très grosses affaires. J'ai un dossier comme ça où on a 6 mm², etc. La compagnie exige d'avoir un Q19. Si vous avez des panneaux photovoltaïques, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui apporte un vrai plus. Concernant l'alarme, même si vous avez un super chien de garde, et ça, pareil, on me l'a dit, ouais, j'ai un chien, j'ai pas besoin d'alarme. Bon, même s'il a cette tête-là, moi je vous invite, c'est pas je vous invite d'ailleurs, hein, il faut vraiment prévoir une alarme et mettre une alarme en place. Ça sera un indispensable aujourd'hui sur tous les nouveaux dossiers. Quant à la télésurveillance, même chose, et ça c'est du vécu. Je l'ai entendu en disant oui, mais ma voisine est toujours à sa fenêtre. Bon, ça suffit pas. Hein, il faut vraiment une vraie alarme avec une vraie télésurveillance parce que quand on remonte un dossier, on a vraiment besoin de ça. Ça fait partie des conditions aujourd'hui exigées par les compagnies. Et j'ai mis patience. Pourquoi patience? Il faut savoir une chose que parfois le temps presse. Une fois qu'on a pris le temps de recueillir tous les documents, eh bien évidemment, on a envie d'avoir tout de suite une réponse. Et sur des dossiers notamment qui sont résiliés, eh bien, parfois ça peut prendre des semaines, voire des mois pour trouver une solution. J'ai un dossier en tête, il est en train d'aboutir là au moment où on est en train de se parler. Ça fait à peu près 5 mois qu'on est sur le dossier pour apporter une solution. Et voilà, il faut s'armer un peu de patience dans certains cas. Il y avait quelques questions qui avaient été posées. Alors, elles se croisent un petit peu, enfin, elles se croisent pas, ça forme un ensemble. Je vais commencer par la fin. On a du mal à trouver un assureur global et ça nous oblige parfois à morceler les contrats. Alors, c'est plus commode parfois effectivement d'avoir un contrat où tout est couvert et où tout rentre dedans. Il faut savoir une chose, que parfois ça peut être la solution effectivement de morceler en fonction des activités, en fonction de plein de choses. C'est parfois un mal pour un bien. Ensuite, on a du mal à assurer les flottes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je l'ai dit tout à l'heure, on a le BCT pour les flottes uniquement, j'entends, hein, qui peut être une solution quand on n'arrive pas à s'assurer. Pour autant, aujourd'hui, alors je ne vais pas dire le contraire de ce que je viens de dire juste avant, mais c'est vrai que quand on a un dossier bien présenté avec une flotte de véhicules, soit de courtoisie, parfois, il y a les véhicules personnels qui sont rajoutés, couverts par l'entreprise. Bon, c'est pas toujours judicieux, mais parfois c'est le cas. On arrive parfois, enfin voilà, chaque cas est particulier. Il faut vraiment trouver la solution.
Et il y a un gros sujet aujourd'hui qui est vraiment sur la table, qui est tout ce qui concerne le dépannage et les fourrières. Alors effectivement, il y a des charters entiers aujourd'hui. Tout ce qui est dépannage fourrière, c'est dans le collimateur des assurances. Et si jamais vous avez eu des sinistres importants, notamment incendie, clairement la résiliation, elle se fait directe. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir ces activités indépendantes avec de la sinistralité juste en couverture. Maintenant, si vous avez une activité qui comprend d'autres activités, je pense notamment, vous êtes agent, vous faites donc de l'entretien, de la réparation, de la vente de véhicules neufs, de la vente de véhicules d'occasion et du dépannage, on arrive encore, sous réserve que vous ayez une sinistralité qui ne soit pas exposée, on arrive encore aujourd'hui à trouver des solutions. Mais oui, je sais que c'est un sujet sur lequel je travaille. Arnaud, faudra c'est la fin, c'est la conclusion. Voilà, et après, au pire des cas, les questions, on les reprendra un peu plus tard. Oui, juste ça. Tout va bien, il faut que ça change. C'est quand tout va bien, justement, qu'on arrive à avoir les meilleures solutions et pour avoir les meilleures cotisations. Et mon plus gros client aujourd'hui, c'est quelqu'un qui m'a dit « Perdez pas votre temps, mon assureur est un ami de 20 ans ». Aujourd'hui, c'est mon plus gros client. Et j'anticipe, pas de promesses et beaucoup de travail encore, juste par rapport justement à ce qui concerne le dépannage et les fourrières. Je ne m'engage jamais sur quelque chose que je ne peux pas tenir. Et aujourd'hui, on est encore à des années-lumière d'une solution. Sachez que je ne peux pas plus développer que ça aujourd'hui, mais je suis depuis plusieurs mois en train de travailler avec quelqu'un sur ce sujet. Voilà. Merci pour votre participation et à bientôt. J'ai fini. Merci. On reviendra sur les autres questions parce que j'ai vu qu'il y en avait aussi dans le chat. Donc, je laisse Dominique Gruber, votre conseiller territorial que vous devez sûrement connaître pour certains et certaines adhérentes. Je te laisse la parole, Dominique. Si tu arrives à tenir tout en 6-7 minutes, ça serait top. Il n'y aura aucun souci. Oui, donc aujourd'hui, je dois vous rappeler l'application Créance Auto, l'existence de l'application Créance Auto qui est mise à la disposition des professionnels de l'automobile. Ce n'est pas une formation, ce n'est pas un atelier de prise en main de l'application Créance Auto. Il y aura bientôt, très prochainement, un atelier à ce sujet en vidéo. On vous enverra évidemment les dates, la date, etc. Petit rappel vite fait, sécuriser le paiement sans agrément d'assurance depuis plus de 10 ans. Le CNPA à l'époque a fait voter dans la loi dite Hamon le libre choix du réparateur par l'assuré. D'ailleurs, ce doit être mentionné dans les contrats d'assurance et rappelé lors des procédures de déclaration de sinistre par mail ou par SMS. En novembre 2016, on a fait simplifier la cession de créances qui devait être avant portée par huissier de justice directement à l'assurance. Depuis cette date, en novembre 2016, la notification par lettre recommandée est possible et on avait mis à disposition des professionnels un formulaire Word qui est toujours valable et qui fait 16 pages. En octobre 2020, vote à l'Assemblée nationale de l'amendement du CNPA visant à interdire l'incessibilité d'une cession de créance. Et en juin 2022, lancement de l'application informatique Créance Auto, gratuite pour les adhérents Mobiliance. Alors, la cession de créance, c'est quoi? En fait, pour tout réparateur qui n'est pas agréé assurance et qui n'a pas de règlement direct, cela permettra de faire un règlement direct. En fait, l'assuré va vous céder l'indemnisation qu'il devrait avoir et vous allez vous faire payer directement par l'assurance de l'indemnisation qu'ils auraient dû donner à l'assuré. Par la mise en place de cette procédure, donc l'assureur doit régler directement le réparateur, sauf si l'assuré, alors il y a deux conditions, sauf si l'assuré n'est pas à jour de sa quittance, parce que dans ces cas-là, il n'y aurait pas eu d'indemnisation, ou que le type d'assurance pris ne couvre pas le sinistre. Exemple, tiers identifié alors que l'assuré est rentré dans un mur. Il n'y a pas d'identifié en face.
Alors, les étapes de la cession de créance, donc il faut qu'il y ait un lien d'obligation initiale. Et ensuite, bon, on va très vite là-dessus, demande de recouvrement, transfert de la créance par rapport au réparateur. Donc, ça passe plus par le client, on est directement réglé par l'assureur. Il faut absolument que le client signe un ordre de réparation. Sans ordre de réparation, même si ce n'est pas obligatoire, et que nous, on le conseille fortement, dans la cession de créance, il faut obligatoirement qu'il y ait un ordre de réparation qui soit signé. L'assureur accepte la prise en charge de la réparation ou non, et dans ces cas-là, il n'y a plus de cession de créance, ou non, parce que l'assuré n'est pas à jour de ses quittances, par exemple. Donc, le client cède sa créance au réparateur, le réparateur présente sa facture et la demande de remboursement à l'assureur, et l'assureur règle directement la somme à l'assurance, au professionnel, pardon. Donc, l'application est faite avec Clearbus, Clearbus qui est l'entreprise qui va envoyer les recommandés par informatique directement à l'assurance pour éviter le papier. Ça a une valeur identique au cachet de la poste. On fait des économies puisque c'est 1,87 € hors taxe par lettre recommandée électronique envoyée en moyenne. Plus on en prend, plus évidemment c'est moins cher. Voilà, disponibilité de Clearbus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, etc. C'est la petite pub pour Clearbus. On peut passer à la diapo suivante, Mélanie. Donc, les étapes, le client, besoin de faire réparer son véhicule, que ce soit un bris de glace, collision ou réparation. Hein, donc, c'est pour les carrossiers et tout autre réparateur. Ça peut être pour un agent, un réparateur indépendant. On propose la cession de créance au client avec le libre choix du réparateur. On fait signer l'OR au plus vite, on fait une copie de la carte grise et le mémo avant, puisque ça remplace la carte verte. On établit la cession de créance sur l'application, tout est digitalisé. On fait signer les exemplaires qui peuvent être signés électroniquement et on constitue le dossier avec la lettre de notification, la convention de créance, l'ordre de réparation, la carte grise et donc pas la carte verte, le mémo qu'on envoie à l'assurance et normalement règlement direct au réparateur pour un accord de prise en charge. Un petit cas pratique, bon ça on va passer vite fait dessus. C'est le cas pratique d'un client qui doit faire réparer son véhicule. Tu peux passer, Mélanie. Donc, pour se connecter, vous vous connectez directement à l'adresse Internet qui est notée là, créanceauto.fr. Ça suffit, hein, créanceauto.fr, il n'y a pas besoin de mettre connexion. Ou alors, en allant sur le site de Mobiliance, vous verrez un petit encart à droite, tout en bas, où il y a noté créance auto, c'est le lien pour aller directement sur le site. Vous vous connectez avec vos identifiants de connexion qu'on vous a envoyés et que quand vous allez sur Mobiliance, le site mobiliance.fr, vous utilisez. En cas de perte, vous demandez, en cas de perte de vos identifiants, hein, vous pouvez demander à vos 3 bureaux respectifs, 77, 91, 94, enfin vous les connaissez. Lors de la première connexion, vous paramétrez votre compte avec un profil administrateur, vous renseignez le numéro SIRET et le DMS, puisque par rapport à quelques DMS qui ont signé, vous allez avoir une partie des données que vous allez saisir pour faire l'ordre de réparation qui peuvent être récupérées par créance auto, donc un gain de temps assez considérable. Et la possibilité, si vous n'êtes pas le chef d'entreprise, enfin en étant chef d'entreprise, d'étendre les droits d'accès à vos salariés en créant des profils utilisateurs. Bon, ça reprend un petit peu les différentes. En fait, ça se fait en 6 étapes, créance auto. Vous avez tous les dossiers et les dossiers peuvent être seront répertoriés et auront toutes les pièces jointes. S'il y a eu un expert, la copie de la carte grise, le mémo, etc. Tout sera dans l'application. Donc, c'est une application simple d'utilisation, rapide, pratique et sûre. Il y a un seul formulaire. Il n'y a plus les 14 pages papier à envoyer à l'assurance. Quelle que soit l'activité concernée, c'est ce que je disais tout à l'heure, collision, débosselage, mécanique, vitrage.
dématérialisation totale de la gestion du sinistre depuis l'ordre de réparation jusqu'au règlement par l'assureur. Donc, gain de productivité administrative, de qualité de gestion digitalisée du parcours client. Et donc, tout est digitalisé de l'envoi de la cession de créance en passant par les lettres de relance et de mise en demeure jusqu'à l'injonction de payer avec très bientôt la mise en relation directement à un huissier de justice pour l'injonction de payer via l'application Créance Auto. Donc, utilisation gratuite pour les adhérents de Mobiliance. Juste à titre comparatif, elle est ouverte aussi aux non-adhérents et ça coûte 150 € à l'année plus 40 € par mois. Voilà, gratuit pour les adhérents. La seule chose qu'il y a à payer, ce sera les petits jetons pour envoyer le recommandé et les jetons pour faire la signature électronique. Voilà. Merci Dominique. Oui, parfait. Ça nous laisse 10 minutes pour répondre aux questions. Alors, je laisse, selon les intervenants, prendre la parole ou se compléter. Donc, la première question d'Alexandre, c'est comment gérer une assurance qui nous force à accepter un taux de main-d'œuvre à 20 € de l'heure pour une indemnisation, alors que les taux sont plutôt à 90 € ou 110 € de l'heure? C'est pour une réparation interne? C'est ça qu'il faut demander. Si, Réparation d'un véhicule de si prêt ou Alexandre de peut quelque prendre la chose comme ça. parole avec son micro. Oui, bonjour. C'est pour une réparation d'un sinistre où on souhaite plutôt se faire indemniser en fait pour réparer plus tard. Et donc, on nous force à prendre du 20 € de l'heure si on ne fait pas réparer, alors que notre garagiste prend plutôt 90 € de l'heure hors taxe. Ouais, vas-y, roule. Oui, bonjour monsieur. Je pense qu'il faut regarder dans votre cas effectivement les différents accords éventuellement que les assureurs carrossiers peuvent avoir. C'est un monde très opaque et il nécessite de regarder au cas par cas les tenants de votre dossier. Et puis, on va voir s'il y a possibilité effectivement d'éclairer. Mais je pense qu'on n'a pas toutes les données pour pouvoir vous répondre. Je ne sais pas ce qu'en pensent mes confrères. Alors moi, effectivement, je suis extrêmement étonné et ça me paraît même très peu vraisemblable. Qu'il y ait un abattement sur le taux de main-d'œuvre, d'abord, vous n'êtes pas obligé forcément d'accepter, mais il peut exister. C'est de l'ordre de quelques pourcents, mais ça ne peut pas être de 20 € à 90. Là, il y a effectivement un autre problème où il y a une erreur ou alors il faut tourner la page et prendre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas possible. Ok, mais merci. Pour moi, c'est qu'ils essayent de diminuer juste les indemnisations. Et nous, en fait, le process qu'on a choisi là pour l'instant, c'est lettre recommandée avec accusé de réception à l'assureur, lui rappelant ses obligations, que c'était pas dans le contrat. Et puis, sous non-réponse dans les 2 mois, c'est appel au médiateur des assurances. Et c'est ce qu'il faut. Voilà. Et vous avez une deuxième question, Alexandre, je vous laisse la poser. Oui, c'était plus une question technique vis-à-vis de la loi Hamon. Si on a choisi de faire en fait un devis pour une réparation sous assurance et qu'on souhaite ensuite changer de garage, est-ce que c'est possible ou pas? Alors, écoutez, là, soyons clairs, la loi Hamon ne s'applique pas aux entreprises. C'est que les particuliers. Donc, votre contrat pour votre garage, vous êtes parti pour une année, il y a un délai de préavis et vous devez faire cette année. Donc, vous ne pouvez pas changer en cours de route. Pardon ? Changer de réparateur. Ah oui, on peut changer de réparateur au niveau de la réparation si on n'est pas d'accord. Ok, parce que nous l'assurance nous dit non, le choix est définitif, vous ne pouvez pas changer de réparateur. Ben, je suis étonné, ça me paraît aussi très sévère. A priori, il n'y a pas de raison, il y a le libre choix du réparateur, comme on a entendu tout à l'heure. Si vous n'êtes pas d'accord avec M. Dupont, vous allez voir M. Durand ou M. Dubois. C'est vraiment votre problème. Il n'y a pas de raison qu'on vous empêche. Merci beaucoup. Alors, il y a Véronique qui avait une question. Comment se calcule la moyenne raisonnable de prime d'assurance par rapport à l'activité et au chiffre d'affaires? Y a-t-il un pourcentage prime max / chiffre d'affaires? Alors, écoutez, je vais vous répondre concernant notre créneau de clientèle qui est par rapport à l'autre interlocuteur concernant les groupes et les concessions. Concernant les agences et les entreprises plus petites, il y a une prime qui se calcule en fonction de la surface des locaux, en fonction des effectifs. Et puis, il y a également la marge brute. Et ça vous donne une prime de base. Et ensuite, c'est plus ou moins affiné en fonction de la sinistralité passée. Mais c'est vrai qu'il y a des critères techniques
chiffre d'affaires, mètre carré et effectif. Voilà. Et il n'y a pas de pourcentage absolu, c'est le résultat de ce calcul qui donne la prime. Oui, pour compléter la réponse de mon collègue sur la partie justement des grands groupes de distribution, il importe aujourd'hui de regarder quelle ingénierie il est nécessaire de mettre en place, qu'est-ce que l'on transfère au marché de l'assurance et qu'est-ce que l'on garde en auto-assurance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, piloter son rapport sinistre à prime est possible dans une certaine mesure. Il y a des outils, il y a de la franchise, il y a des niveaux de conservation, on a une multitude de leviers pour y parvenir. Mais après, il faut savoir que dans certaines mesures, chaque souscripteur a la main pour maîtriser une partie de son risque. Et à un moment donné, on arrive quand même à une limite et à savoir qu'il y a des risques auxquels on ne peut pas se soustraire. Vous avez des expositions climatiques, vous avez des expositions par rapport aux risques d'incendie, quand vous avez du photovoltaïque ou d'autres éléments qui peuvent être aggravants pour les assureurs, qui font que vous êtes obligé, même si vous avez fait le choix de l'auto-assurance, d'apporter un minimum de primes aux assureurs pour asseoir la mutualisation de vos risques que vous transférez au marché de l'assurance. Donc, il n'y aura jamais une réponse type. Encore une fois, c'est du sur-mesure. Merci. J'espère qu'on a répondu à votre question, Véronique. Sinon, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Nous avons une question de Sylvie. Est-ce que Sylvie, vous souhaitez exprimer votre question oralement? Oui, bonjour. C'est pour moi, du coup. Bonjour. Ah, Bonjour Sylvie. C'est ça. Bonjour. En fait, alors, Alors, peut-être relis la question, Dominique. oui. Peut-on de façon rétroactive mettre des dossiers sur créance auto, dossiers en litige avec l'assureur qui refuse le paiement pour cause de chèques encaissés par des tiers? Donc oui, si vous avez fait une cession de créance au départ. Là, dans créance auto, c'est par rapport à une cession de créance. Donc si vous aviez une cession de créance de l'assuré envers vous et que malgré tout, l'assurance a quand même adressé l'indemnisation à l'assuré et qu'il l'a encaissée, vous pouvez la mettre dedans et faire une mise en demeure, enfin relance, mise en demeure, etc. Tout sera valable. Par contre, si vous n'avez pas fait de cession de créance au départ et qu'ils ont déjà indemnisé, ben, il y aura, la cession de créance, elle est caduque. Il n'y en aura pas. Vous n'en avez pas fait. Donc, ça ne sert à rien de la remettre dedans. Et j'ai été clair. Alors, elle a répondu oui, nous avons une prise en charge, mais ce n'est pas l'assuré, a priori, si c'est une fraude. Alors après, tout dépend de la fraude. Dans ces cas-là, vous pouvez m'appeler et on verra plus en détail le dossier. Après, s'ils se sont trompés, et s'il y a une cession de créance, de toute façon, alors, je suis désolé pour les assureurs qui sont présents, les assureurs font tout pour éviter que la cession de créance fonctionne. Il est bien plus facile et bien mieux pour eux de faire des règlements directs et de faire passer par des réparateurs qui sont agréés, avec des tarifs qui sont du coup négociés. Donc, malgré tout, il y a des assurances, pas tous, pas toutes, qui vont, malgré une cession de créance, faire un règlement direct à l'assuré. Dans ces cas-là, ils sont en faute et ils doivent quand même vous régler, charge à eux après à aller récupérer la créance qu'ils ont indûment payée à l'assuré. On va passer du coup à la question de Luc. Luc, est-ce que vous souhaitez prendre la parole? Bonjour tout le monde, excusez-moi. Oui, je peux lire ma question. Moi, je voulais revenir au problème, puisque je suis dépanneur, et je voulais revenir au problème de résiliation de beaucoup de dépanneurs et de fourriéristes. Alors, moi, je ne fais pas la fourrière, mais je suis vice-président national de la branche. Donc, beaucoup reviennent vers nous parce que beaucoup sont résiliés et la survie de leur société est en bascule, en fait. Au Bureau national, on évoque ces problèmes lors des rencontres avec les ministères et les assistances auto, mais pour le moment, rien ne bouge. Est-ce que vous avez des solutions à nous proposer pour qu'on puisse nous retransmettre à nos adhérents qui ont peur de ça ou qui se font résilier parce qu'ils sont fourrières et parce que… Alors, au moment où on se parle, oui, c'est un triste constat. Malheureusement, encore une fois, on ne peut pas forcer une compagnie à accepter de couvrir cette activité. En toute transparence, aujourd'hui, il y en a déjà qui sont, vous êtes aussi bien, si ce n'est mieux placé que moi, pour savoir qu'aujourd'hui, il y a déjà un paquet de sociétés qui se retrouvent sans assurance là depuis notamment le 1er janvier et pour lequel il n'y a pas de solution encore de trouver.
Le problème, c'est que tout de suite, ça part sur des montants de sinistres très, très importants. Puisque ben voilà, quand on met le feu à une voiture et qu'il y en a 10 qui brûlent derrière ou qu'il y a un bâtiment qui brûle derrière, etc., ça se chiffre en centaines de milliers d'euros, voire en millions. Et donc, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Alors, je fais une réponse de Normand en disant ça, mais clairement, celui qui a brûlé 3 fois, ça va être compliqué de trouver une solution. On va pas, ça sert à rien de raconter le contraire. En revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure, au moment où on se parle, et peut-être pour les semaines et les mois, et peut-être jamais même, voilà, il n'y a pas de solution toute faite. Ce sur quoi j'essaie de travailler avec quelqu'un, c'est de dire que dans cette activité-là, quelqu'un qui aurait eu une sinistralité sur X années des plus mesurées et qui a eu un gros pépin, de chercher une solution. Alors, quand je dis ça, je ne fais pas de mystère, hein, c'est pas ça, mais pour l'instant, il n'y a rien de complètement, enfin rien d'abouti même. Mais sachez que voilà, je suis en train de travailler avec quelqu'un sur ce sujet. Évidemment que si jamais j'arrive à aboutir, évidemment que vous serez via Mobiliance immédiatement informé. Mais oui, il y a aujourd'hui pas mal de sociétés qui sont dans une situation plus que délicate. Et les ministères ne feront rien de toute façon. Si je peux me permettre d'intervenir, Maëlle Kesterman, je suis la chargée du métier. Oui, c'est un véritable problème parce que j'entendais donc la réassurance des assurances pour vous permettre d'obtenir un contrat. La problématique des gardiens de fourrière, c'est qu'ils ont déjà les caméras, les vigiles, les gardiens. Donc c'est assez dur de faire plus. Par contre, quand on va voir, donc on travaille avec l'Union des assisteurs qui, eux, ont les assureurs en tant que donneurs d'ordre pour aller avec France Assureur échanger sur le sujet et essayer en fait de faire en sorte que quand une personne est résiliée, son dossier fasse le tour de tous les assureurs pour qu'il y en ait au moins un qui puisse l'assurer et qu'il regarde le dossier avec un œil un peu plus clément. On arrive à un point où c'est quand même du service public et que les incendies maudites sont conséquents, mais c'est complètement indépendant de la volonté du professionnel. Donc, c'est un sujet. Et, je ne sais pas si la problématique qui se pose, c'est qu'on a besoin de données, puisque on nous demande toujours des données sur combien de pourcentage de personnes ont été résiliées, combien ont dû arrêter l'activité, combien ont retrouvé l'assurance, tout ça. Et c'est ça qui est problématique. J'en profite pour vous dire qu'on va relancer une étude et auprès des adhérents, si vous pouviez y répondre, ça nous aiderait dans notre démarche auprès des donneurs d'ordre. Merci. Ok, merci Mathilde. Il me semblait qu'Akram avait levé la main tout à l'heure. Ou sinon, Sébastien Recher devait peut-être compléter par rapport aux propos de Véronique. Écoutez, j'écoutais cela. En fait, le problème du fourrière est un problème effectivement très important, mais il faut le resserrer. C'est le problème de la fourrière judiciaire. Si c'est la simple fourrière, à savoir le professionnel qui va débarrasser les voitures qui sont mal garées sur la place du marché le matin à 6 heures, il n'y a pas de conséquences parce que bon an, mal an, il n'y aura pas d'histoire. Mais quand on a, et donc ça c'est la fourrière municipale, mais dès qu'on arrive à la fourrière judiciaire, où c'est la police qui vous demande d'aller chercher une voiture qui a été, parce qu'ils ont arrêté un voleur, ou bien parce que il y a un trafiquant de drogue qui est arrêté, là, ils reviennent foutre le feu à la voiture, etc. Et là, c'est extrêmement problématique. Donc, il faut arriver jusqu'à la pointe du problème, c'est la fourrière judiciaire qui pose problème. Je n'ai évidemment pas de solution à cela, mais je pense que si je devais en parler à quelqu'un, je dirais, à un moment donné, il faut que les syndicats des dépanneurs s'orientent vers les pouvoirs publics en disant, si vous nous obligez à aller chercher une voiture, à ce moment-là, cette voiture doit rester à l'extérieur des locaux et à 2 mètres de toute autre voiture, alors que les pouvoirs publics imposent qu'elle soit à l'intérieur et tout ça, ça ne peut plus durer. Par contre, si elle peut rester dehors dans un champ à côté, à la limite, il y aura le feu aux 2 voitures à côté ou 3 voitures à côté, ça reste assurable. La solution viendra, à mon avis, d'une modification du règlement qu'imposent les pouvoirs publics
aux fourrières judiciaires. Voilà ce que je pense. Ce n'est pas une solution, ça va être sans doute très long, mais le problème, c'est uniquement là, la fourrière judiciaire. J'entends bien votre solution, mais le problème, c'est la nature même, puisque de la fourrière judiciaire, vous avez la garde du scellé ou de l'immobilisation. Et C'est ça donc, le problème. contractuellement, voilà, c'est en fait pour ça que vous êtes réquisitionné. Et c'est pas forcément un gardien de fourrière, ça peut être aussi un professionnel de la réparation, puisque la réquisition est libre de toucher n'importe quoi. Je reprends la parole 2 minutes, mais c'est vrai qu'aussi, le fait de garer la voiture à l'extérieur, ça va être possible en province ou en campagne, etc. Moi, je suis en région parisienne. Alors déjà qu'on n'arrive pas à trouver de place, il faut les laisser sur le trottoir, on va se faire lyncher aussi, quoi. Vous avez raison, monsieur, mais mes propos, je n'amenais pas la solution. Oui, non, mais je comprends bien. Et je sais que c'est extrait. Si vous êtes en banlieue parisienne, vous ne pouvez pas laisser. Il n'y a pas de chambre pour mettre les voitures. Je sais bien, c'est un problème énorme. Mais pour les assureurs, qu'il y ait 2-3 voitures qui brûlent, ça, ce n'est pas un problème. Un bâtiment qui brûle, c'en est un. Et si vous voulez, il faut sauver le bâtiment. Le reste, ce n'est pas les 3 voitures qu'il y aura à côté. Ça va coûter 20, 30, 40, 50 000 euros. Ce n'est pas un problème. Si y a le bâtiment, c'est 500 000 ou 1 million. Le problème, il est simplement là. Je n'ai pas la solution, mais le problème, il est là. Continuer dans les questions, il y a Mathilde qui a demandé un arrêté concernant le calcul des avantages en nature vient d'être publié. Est-ce que cela a un impact sur les salariés qui bénéficient de véhicules de fonction? Écoutez, je crois que le problème est le même pour l'automobile ou pour toutes les entreprises. Tout salarié qui a un véhicule de fonction et qui peut rentrer chez lui le soir et aller en vacances avec doit payer une taxe sur les avantages en nature. Ce n'est pas propre à l'automobile. Alors, il était courant dans l'automobile qu'on puisse prendre une voiture le soir pour rentrer, ou un vendeur peut avoir un véhicule parce qu'il peut aller voir des clients le soir. C'est un peu à la limite du système. Mais sinon, la règle générale s'applique aussi, je crois, à l'automobile. Mais là, je ne suis pas fiscaliste. Ok, merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Sinon, il y a également des personnes qui ont posé des questions. Oui, allez-y. Bonjour. Moi, je suis garagiste. Moi, le ressenti que j'ai ces dernières années, j'ai l'impression que ceux qui sont assurés depuis un bon nombre d'années, comme moi et beaucoup d'autres, il y a une tendance à vouloir résilier des contrats pour pouvoir passer à des tarifs supérieurs. C'est un petit peu mon ressenti, que j'échange avec beaucoup de garagistes, et on a un peu ce ressenti-là. Voilà, je voulais savoir si c'était un ressenti avéré ou pas avéré, quoi. Ce qu'on peut constater pour aller dans votre sens, monsieur, c'est effectivement que le marché de l'assurance sur les risques automobiles et de la distribution automobile ont fait fuir plusieurs acteurs. Et vous avez plusieurs compagnies qui se sont soit retirées complètement, soit qui ont retiré une certaine part de marché en laissant chaque acteur privé un petit peu avec une patate chaude, si vous me permettez l'expression. Aujourd'hui, un assureur n'a aucune obligation à assurer tel ou tel secteur d'activité, et c'est tout l'intérêt de trouver justement les meilleures solutions sur le marché. Donc oui, vous avez raison sur votre constat. On le fait également, tous les professionnels, tous les intermédiaires que nous sommes. Nous ne sommes pas des compagnies, mais nous sommes des intermédiaires dans l'assurance. Effectivement, nous cherchons les meilleures portes, et la vérité d'aujourd'hui ne sera peut-être pas celle qu'on pourra constater dans 6 mois. Mais oui, il y a une raréfaction des acteurs qui ont de l'appétence pour ces risques-là. Indépendamment de la qualité de votre dossier. Ce sont les risques climatiques, ce sont les émeutes et les incendies, c'est tout, et indépendamment du fait que vous ayez un garage ou une concession qui soit toute récente ou qui ait 20 ans, peu importe. Il y a plusieurs éléments exogènes qui viennent s'additionner et qui font qu'aujourd'hui, il y a une certaine frilosité sur le marché, pour ne pas dire plus. Très bien, merci. Y a-t-il d'autres questions? Alors, sinon, il y avait des questions qui avaient été posées lors des inscriptions en ligne. Comment puis-je réduire ma cotisation annuelle pour une entreprise qui, bon, du coup, on a un peu répondu à celle-ci, qui augmente considérablement chaque année? Alors, très honnêtement, comment dire, la matière première d'un contrat d'assurance, c'est quand même les sinistres. Ça veut dire que moins vous avez de sinistres et plus vous avez d'armes pour discuter un petit peu la prime. Après, il y a la conjoncture, il y a tout le reste. Mais c'est quand même la charge sinistre qui est un élément très important pour discuter. Voilà. Merci. On déroule. Oui, on déroule. Après, globalement, les prochaines questions, c'était aussi comment mieux gérer les sinistres, s'il y a des bonnes pratiques. Eh bien, on revient un petit peu. Ah, pardon. Oui.
on revient à ce que nous disait un petit peu tout à l'heure. La base, c'est essayer de gérer au maximum ces sinistres pour qu'il y en ait le moins possible, et également la prévention. La prévention avec les extincteurs, avec la vérification d'électricité, avec les alarmes, avec les clés dans un coffre-fort le soir. Toutes ces protections font que ça ne changera pas la vie. L'accident arrive toujours. On peut toujours avoir des pépins, mais bon an, mal an, quand on se protège bien, il vous arrive moins de choses. Et quand il vous arrive moins de choses, on est plus fort pour discuter. C'est prime. Voilà. Très bien, merci. Bon, globalement, les autres questions tournaient autour de ça ou de la question du dépannage. Donc, avant de mettre fin à ce webinaire, si quelqu'un veut ou souhaite encore poser une question, il y a encore temps. Ah, allez-y. Oui, bonjour tout le monde. On ne vous entend pas très bien. Est-ce que là, vous m'entendiez? Oui, c'est mieux. D'accord, bonjour tout le monde. Je suis un garagiste basé en Île-de-France. Je voulais poser une question concernant une mésaventure qui vient juste de m'arriver. J'ai souscrit une assurance auprès d'un courtier pour l'assurance de réparation de garage et carrosserie mécanique. J'ai eu des véhicules qui étaient incendiés devant le local. J'ai déclaré à l'assurance et tout ça. Et c'était l'assurance Assurmax. Après plusieurs échanges avec l'assurance, ça s'avérait que mon contrat qui a été signé avec Assurmax, c'était un négociant auto. Ce qui était, on va dire, mon courtier, il m'a envoyé une fausse déclaration d'assurance pour me dire oui, j'étais bien assuré en tant que réparateur carrosserie mécanique. Ce qui fait Assurmax, ils m'ont résilié le contrat et je ne sais pas la suite comment faire, on va dire, pour les déclarations de sinistre et pour l'assurance de mon garage. Actuellement, vous êtes résilié, monsieur, c'est ça? Oui, résilié pour non-conformité, on va dire, pour non-conformité du contrat. Vous avez 3 intervenants que vous pouvez contacter, reprendre l'ensemble des éléments, c'est ce que je disais tout à l'heure, et puis repartir à la charge, chercher une compagnie qui va vous prendre dans les conditions. J'en parlais tout à l'heure, je disais que c'était très important vraiment de mettre ce qu'on faisait comme activité, de ne pas se. Voilà. Et parfois, avec des dossiers qui étaient montés de travers, voilà, c'est visiblement l'exemple typique de ce que vous allez malheureusement rencontrer. Vous avez 3 intervenants, voilà, vous pouvez contacter un de ces 3 intervenants et pour rechercher une nouvelle solution, parce que, voilà, il va falloir vous remettre sur les rails de l'assurance. Mais mon problème, on va dire, j'ai trouvé une assurance maintenant, on va dire, qui va me prendre en charge. Mais le problème sur les sinistres que j'ai subis, on va dire, que j'ai eu sur les véhicules des voitures, plus la devanture du garage, comment je vais faire ça et avec qui je vais retourner contre qui, sachant que le courtier, il est plus, on va dire, il ne fonctionne plus, il ne répond plus aux mails et je ne sais pas s'il est encore présent ou non. Alors, le courtier que vous avez pris a normalement une responsabilité civile. Dès lors que vous pouvez prouver quelle a été votre demande, mais ça, il faut avoir vraiment des éléments, c'est pas juste je dis que, il faut avoir des éléments concrets, disant que voilà, j'ai demandé telle et telle chose. Bon, vous avez, mais voilà. Et c'est très important de relire aussi, quand on vous fait signer un contrat, de relire ce qui est noté dedans. Alors, c'est souvent très indigeste, les contrats d'assurance, mais voilà, il faut quand même prendre le temps de bien détailler quand même. Mais si vous avez une traçabilité de exactement ce que vous avez été clair dans vos déclarations, bon, c'est voilà. Alors, le problème, on va dire, il y a une traçabilité et l'attestation qu'il m'a envoyée, c'était bien stipulé que j'étais bien assuré en tant que réparateur carrosserie mécanique. Or, ce n'était pas les tous les cas. C'est-à-dire faux, usage de faux. Mais maintenant, moi, mon problème, on va dire, actuel, c'est comment, on va dire, les sinistres que je subis sur les véhicules incendiés, comment, on va dire, ils vont être indemnisés, comment je vais faire la procédure. Comment je pourrai attaquer, moi, le premier courtier. C'est ça ma question par rapport à ça. Parce qu'il ne veut pas me livrer son RC Pro. Ça y est, c'est bon. Hein, je vais reprendre un petit peu compléter ce qu'a dit mon prédécesseur. Je complète tout ce qu'il a dit est valable et j'ajouterai, il n'y a plus qu'une solution, c'est prendre un avocat et l'attaquer, puis c'est tout.
Vous allez attaquer au tribunal, un référé, et puis c'est marre, et puis le juge tranchera dans 6 mois. Mais à l'amiable, vous n'aurez rien. Maintenant, il faut attaquer. D'accord. C'est-à-dire, on va dire, avant d'attaquer, c'est-à-dire normalement, c'est son RC Pro qui doit prendre en charge on va dire, tous les dégâts qui ont été subis sur le garage. Oui, il a une RC Pro, mais ça, c'est le juge qui va trancher. Le juge va le condamner, et quand il sera condamné, son RC Pro paiera, parce qu'il a une assurance responsabilité civile professionnelle, comme nous avons tous. Si on fait une erreur, nous sommes assurés. Comme vous, quand vous faites une réparation et vous loupez, vous êtes assuré. Ou soit votre courtier est malhonnête et puis il sera condamné à payer plus un peu de prison, soit il a simplement fait une erreur et il sera condamné à payer quand même. Et c'est son assurance RC Pro qui prendra en charge s'il a bien souscrit comme il fallait. Voilà. D'accord, ok. Ben, merci pour tous ces renseignements. Rien, monsieur. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. On t'entend bien, Pierre. Dans une optique de diminution des primes et surtout de diminution du risque, quand vous êtes multisite, est-ce qu'il vaut mieux avoir un contrat groupe ou avoir un contrat pour chaque établissement? En l'occurrence, nous, on a eu un gros sinistre qui a fait que nos primes ont explosé et qui ont des conséquences sur 5 ou 6 établissements différents. Sachant qu'on refacture à chaque établissement une quote-part, et donc on a des comme le risque dans l'automobile il existe, de dire que dans le temps, est-ce qu'il vaut pas mieux arrêter les contrats groupes et prendre des contrats par établissement pour éviter de subir et de faire porter à plusieurs établissements un risque. Voilà, merci. Votre question, monsieur, est pertinente et elle pose spécialement le sujet de la mutualisation. C'est-à-dire que si vous raisonnez sur le court terme, le site sinistré a tout intérêt, dans une réflexion à premier abord, à être isolé de manière à ne pas altérer de par ses mauvais résultats le reste. Or, en faisant ça, vous allez commencer à morceler l'intérêt que vous avez à mutualiser l'ensemble des primes que vous pouvez apporter à un assureur via un seul compte de souscription. On peut trouver la même logique pour un programme d'assurance où on aurait tendance à vouloir séparer un risque qui est un petit peu plus crispé, on va dire l'auto ou la RC, par rapport au dommage au bien, qui lui peut obtenir de meilleurs placements pris séparément. Or, quand on regarde une concession, un garage, vous avez tout intérêt, quand c'est possible, à mutualiser aussi bien les risques dommages au bien auto et RC que à mutualiser tous vos sites. Et c'est tout l'intérêt des groupes de pouvoir justement mutualiser tout le risque. Effectivement, quand on a 5 ou 6 sites, on arrive à faire quelque chose qui représente mieux que 5 ou 6 contrats séparés. Oui, sauf que en fait, nous, en l'occurrence, l'entreprise a quasiment 40 ans avec des contrats toujours dans voilà, chez AXA pour ne pas les nommer, une sinistralité faible, un incendie de bâtiment important, plusieurs millions de frais. On se dit quand même que c'est un incident, ou plutôt un accident majeur en 40 ans. Est-ce que un accident justifie que dès l'année suivante, l'assureur se récupère, alors que pendant 40 ans, vous avez payé et cher et lourd, sans compter le fait que personne n'a oublié le Covid et qu'on a payé pendant des années des assurances sur la perte d'exploitation et que lorsqu'on a fermé, la perte d'exploitation, là, on l'attend encore. Vous avez entièrement raison, monsieur. J'aurais juste envie de vous dire, il faut qu'on prenne rendez-vous et qu'on se voit et qu'on étudie votre dossier. Ok, merci. Très bien, je communiquerai les coordonnées. Y a-t-il d'autres questions avant qu'on mette fin à ce webinaire? S'il n'y a plus d'autres questions, en tout cas, je pense qu'il y a eu de l'intérêt. On a pu mesurer la pertinence et la compétence de nos interlocuteurs sur des échelons et des compétences, en tout cas sur des métiers différents. Donc le principal est fait, c'est-à-dire la mise en relation. On va communiquer, donc le webinaire était enregistré. Mais je pense que le plus important et le plus utile, c'est ce que vous pourrez en tirer après dans vos échanges individuels. Et donc, on va bien sûr communiquer les coordonnées de Rémi, de Sébastien et d'Arnaud pour vous permettre de résoudre vos problématiques spécifiques.
Donc moi, si il n'y a pas d'autres mains levées ou de questions dans le chat dans les secondes qui viennent, je vous remercie toutes et tous pour votre présence. Je remercie à nouveau nos trois interlocuteurs. Je vous interromps 10 secondes pour Oui. m'excuser de l'absence d'image. Je ne comprends pas, ça n'a pas fonctionné. J'espère que la prochaine fois, vous m'inviterez et que cette fois-ci, il y aura vraiment la caméra. Voilà. En tout Merci. cas, on vous a bien entendu, Sébastien. C'est gentil, merci. C'était le principal. Donc, merci aux participants. Donc, Mélanie, une mise en ligne très rapidement et surtout la communication, par contre, dans l'après-midi, des coordonnées de chacun de nos intervenants. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir, bonne journée. Au revoir, bonne journée. Au revoir.